Je m'appelle Céleste Simons. J'ai 28 ans. Arrête de mendier de l'attention. C'est ce que mon père a dit devant 43 invités, une coupe de champagne à la main, la semaine où j'ai été nommé major de ma promotion. Cette même semaine, mes parents ont organisé une fête avec traiteur et une banderole dans le salon. Rien de tout cela n'était pour moi. J'ai quitté la maison ce soir-là. Je ne suis pas revenu pendant 10 ans. Puis ma sœur, l'enfant chérie, celle pour qui la fête avait été organisée, m'a appelé en sanglotant depuis une cabine téléphonique à 1h du matin. Ruinée, sans abri, permis révoqué. Ce qu'elle m'a avoué sur nos parents ne m'a pas seulement brisé le cœur, cela m'a glacé le sang. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous parle vraiment. Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au mois de juin, il y a 10 ans, dans une maison sur Maple Ridge Drive, la semaine où ma famille s'est effondrée. J'ai grandi dans une maison de 4 chambres sur Maple Ridge Drive, juste à l'extérieur de Milwaukee, dans le Wisconsin. Le genre de rue où tout le monde se salue depuis son allée et où personne ne verrouille sa porte d'entrée. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Gérald et Diane Simons, 2 filles, une pelouse impeccable. Mon père dirigeait une succursale régionale d'une compagnie d'assurance. Il portait des pantalons kaki repassés tous les jours et serrait des mains comme si c'était un sport. Ma mère était femme au foyer, active dans le groupe des femmes de l'église, toujours la première à apporter un gratin quand quelqu'un tombait malade. Elle gardait la maison immaculée. Elle gardait les apparences immaculées, aussi. Ma sœur aînée, Monica, avait 2 ans de plus que moi. Elle était grande, extravertie, charmante sans effort. Le genre de personne qui entrait dans une pièce et vers qui tout le monde se tournait. Elle jouait au volleyball. Elle chantait dans la chorale de l'église. Elle riait fort et facilement, et les gens l'aimaient pour ça. Moi, j'étais la calme. J'avais des vins partout. Je rangeais des livres à la bibliothèque publique après l'école. Je mangeais mon dîner sans qu'on me le demande 2 fois, et je finissais mon assiette sans qu'on me le dise. Je pensais que c'était assez. Je pensais que si j'étais assez calme et assez sage, il finirait par se retourner et me voir. J'avais tort. Il y a un souvenir qui reste gravé. J'avais 14 ans. Je venais d'être inscrite au tableau d'honneur pour le 6e semestre consécutif. Alors, j'ai imprimé le certificat et je l'ai scotché sur le réfrigérateur, juste à côté de la photo de l'équipe de volley de Monica et de son prix de chorale. Le lendemain matin, il avait disparu. Je l'ai retrouvé plié sur le comptoir de la cuisine, sous une pile de coupons. J'ai interrogé ma mère à ce sujet. Elle n'a pas levé les yeux de son café. Le frigo devenait encombré, chérie. La photo de Monica est restée. À l'époque, je me suis dit que ça ne voulait rien dire, mais cette porte de réfrigérateur était un tableau de score où je n'avais jamais le droit de gagner. Et je ne savais pas encore que le tableau était truqué depuis le début. Lors de ma dernière année de lycée, j'avais un seul objectif, être major de promo. J'ai pris 5 cours avancés. J'étudiais jusqu'à 2h du matin la plupart des nuits, voûté sur mon bureau avec une lampe et une tasse de thé froid. Je travaillais 12 heures par semaine à la bibliothèque pour économiser de l'argent. J'écrivais des dissertations pour des bourses pendant mes pauses déjeuner. Rien de tout cela n'était bruyant. Rien de tout cela n'était vu. Ce printemps-là, le conseiller d'orientation m'a appelé pour me dire que j'avais obtenu la meilleure moyenne de ma classe. J'allais prononcer le discours de remise des diplômes. 700 personnes, mon nom sur le programme. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec la lettre officielle sur le siège passager, et je jure que la lumière du soleil semblait différente. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine et j'ai attendu que mes parents rentrent. Mon père est passé devant, a pris le courrier, et a posé le courrier par-dessus la lettre. Ma mère est entrée en portant des courses. J'ai dit, « Maman, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui. Je peux te montrer ?» Elle a jeté un coup d'œil à la table. « Qu'est-ce que c'est, chérie ? » « Je suis major de promo. Ils veulent que je fasse le discours de remise des diplômes. » « Oh, c'est gentil, ma puce. » Elle s'est tournée vers le frigo et a commencé à ranger le lait. « Tu as commencé ton discours ? Peut-être demande à l'un de tes professeurs de t'aider. » C'était tout. J'ai demandé à un professeur,
Madame Ruth Callaway, mon enseignante d'anglais avancé. Elle avait 62 ans, le regard perçant, des cheveux argentés toujours tirés en arrière, et des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle a lu mon premier brouillon à son bureau après l'école, stylo rouge à la main. Quand elle a fini, elle a posé le stylo, m'a regardé par-dessus ses lunettes, et elle a écrit une ligne au bas de la page dans une cursive soignée. Je suis fier de toi. Souvenez-vous de ce sentiment, de cette ligne de Madame Callaway. J'allais en avoir besoin plus que je ne l'imaginais. La semaine de la remise des diplômes a commencé un mardi. C'était le jour où la lettre officielle de major de promo est arrivée par courrier recommandé. Une enveloppe crème épaisse, le sceau de l'école embossé en or. Je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, appuyé contre la corbeille de fruits où quelqu'un serait obligé de la voir. Mercredi matin, Monica a appelé à la maison. Elle avait été acceptée à l'école de médecine. En moins d'une heure, ma mère avait appelé 15 personnes. Je pouvais l'entendre depuis l'étage, faisant les 100 pas dans le salon, la voix brillante et essoufflée. Vous vous rendez compte? Notre Monica. À midi, mon père avait commandé une banderole en ligne, lettre blanche sur bleu marine, futur docteur Simons. Le vendredi, le traiteur était réservé. Samedi, la fête. 43 invités entassés dans notre jardin. Tantes, oncles, cousins, voisins, amis de l'église. Mon père avait loué une table pliante pour les desserts. Ma mère portait un chemisier neuf. Il y avait des flûtes à champagne sur chaque surface et un gâteau rectangulaire avec le nom de Monica écrit en glaçage lavande. Je suis rentré de mon service à la bibliothèque à 16 heures. Je pouvais entendre le bruit depuis l'allée. Je me suis assise dans ma voiture un instant, ma toge de diplômé pliée sur le siège arrière, et je me suis dit, rentre juste. Sois heureuse pour elle. Peut-être que quelqu'un demandera. Personne n'a demandé. J'ai traversé cette fête comme un fantôme. J'ai rempli les bols de chips. J'ai souri à ma tante Linda. J'ai dit, félicitations à Monica, et je le pensais. Je le pensais vraiment. Elle m'a serré dans ses bras de côté, se tournant déjà vers la personne suivante. À un moment donné, j'ai dérivé vers la cuisine. Et là, sur le comptoir, exactement là où je l'avais laissée il y a 4 jours, se trouvait la lettre de major de promo. Elle était coincée sous une pile d'assiettes en carton usagé, absorbant un rond de condensation laissé par le verre de quelqu'un. Je l'ai ramassée. Le seau doré était taché, et quelque chose en moi a bougé. Je suis retourné dehors en tenant la lettre. Le jardin était plein. Les gens étaient regroupés autour de la table des desserts, riant, tenant des assiettes. Mon père se tenait près du barbecue avec son bras autour de Monica, racontant à quelqu'un le taux d'acceptation de son école de médecine. Ma mère versait du champagne. Je suis allé voir ma mère en premier, j'ai touché son bras doucement, gardant ma voix basse. Maman, j'ai des nouvelles aussi. Je suis major de promo. Elle m'a regardé, a souri rapidement. Oh, c'est vrai. C'est super, chérie. Puis elle s'est retournée vers la bouteille de champagne et a rempli le verre d'un invité. Je suis resté là pendant 10 secondes, peut-être 15. Puis j'ai réessayé, plus fort cette fois. Assez fort pour que le petit groupe près du patio entende. J'ai aussi été diplômé cette semaine. Je prononce le discours de major de promo lundi. Le jardin n'est pas devenu silencieux d'un coup. Le silence s'est propagé comme une onde. Quelques têtes se sont tournées. Tante Patricia, la jeune sœur de ma mère, a levé les yeux de son assiette. Monica a jeté un coup d'œil. Mon père a posé son verre. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. Elle tranchait très bien à volume ambiant. Céleste, arrête de mendier de l'attention. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est la soirée de ta sœur. 43 personnes l'ont entendu. Personne n'a dit un mot. Tante Patricia a baissé les yeux vers ses chaussures. Mon oncle a toussé. Monica a eu un rire court et mal à l'aise, et s'est tournée vers quelqu'un à côté d'elle. Ma mère a rempli un autre verre comme si je n'avais pas parlé du tout. J'ai traversé la cuisine en sens inverse, franchi la porte d'entrée, et je suis sorti vers ma voiture. Je suis resté assise à la place du conducteur dans cette allée pendant 15 minutes. Je n'ai pas allumé le moteur. Je suis juste resté là, tenant une lettre tachée,
à respirer. C'était la dernière fois que je pleurais pour cette famille. Assise dans cette voiture, j'ai pris une décision. Je ne donnerai plus jamais à personne le pouvoir de me rendre invisible. Mais 10 ans plus tard, j'apprendrai que ce que mes parents m'ont volé ce soir-là était bien moins que ce qu'ils me volaient depuis toujours. Lundi est arrivé, le jour de la remise des diplômes. J'ai mis ma toque et ma toche seule dans ma chambre. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'ai conduit jusqu'à l'école toute seule. L'auditorium contenait 700 personnes. Je le sais parce que j'ai compté les rangées en attendant dans les coulisses. Les familles affluaient. Des mères serrant des appareils photo. Des pères gardant des sièges. Des frères et sœurs s'agitant dans les rangées du fond. Je les regardais depuis derrière le rideau et j'ai senti quelque chose de creux s'installer dans ma poitrine. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai marché vers le podium. Les lumières étaient chaudes. Le micro bourdonnait. J'ai prononcé le discours sur lequel j'avais travaillé pendant 6 semaines, sur la persévérance, sur le fait de faire ses preuves quand personne ne regarde. Sur la dignité silencieuse de se présenter même quand personne n'applaudit. 700 personnes ont applaudi. J'ai regardé la rangée 4, sièges 7 à 10, ceux que j'avais réservés pour ma famille. Ils étaient vides, tous les 4. Mais dans la rangée 3, juste à côté de l'allée centrale, une personne s'est levée. Madame Ruth Callaway. Elle applaudissait fort, les 2 mains levées, les yeux brillants derrière ses lunettes. Après la cérémonie, elle m'a trouvé dans la foule. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste tendu une petite enveloppe, bleu pâle, son écriture sur le devant. À l'intérieur se trouvait une carte, une ligne. L'aveuglement de tes parents n'est pas ton échec. Va construire ta vie. Glissée derrière la carte se trouvait une carte de visite pour un coordinateur de bourse à l'université du Minnesota. J'ai gardé les 2. Je les ai toujours. Cet été-là, j'ai postulé. J'ai eu la bourse. J'ai fait 2 valises et j'ai conduit jusqu'à Minneapolis. Je n'ai pas dit à mes parents que je partais. Je ne leur ai pas dit où j'allais. La maison de Maple Ridge Drive a rétréci dans mon rétroviseur jusqu'à disparaître. Et je me suis fait une promesse. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne savais pas qu'au moment où je suis parti, mes parents ont commencé à faire quelque chose que j'aurais dû découvrir bien plus tôt. Minneapolis était un nouveau départ. J'ai emménagé dans un appartement en colocation près du campus avec 2 colocataires trouvés sur un tableau d'affichage. Je travaillais à temps partiel dans un bureau de services financiers, classement, saisie de données, réponse au téléphone. Je mangeais des ramen 4 soirs par semaine et je comptais chaque euro. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. En 2e année, j'ai postulé pour mon premier appartement en solo, un 2 pièces à Uptown. Rien de chic, juste un endroit où je pouvais fermer une porte et étudier en silence. J'ai rempli la demande, remis mes fiches de paie, et j'ai attendu. 3 jours plus tard, le gestionnaire immobilier a appelé. Je suis désolé, mademoiselle Simons. Votre demande a été refusée. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Votre historique de crédit montre quelques irrégularités. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je vous recommanderais de tirer votre rapport de crédit complet. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit, confuse. Je n'avais aucune dette, aucune carte de crédit. Je n'avais jamais emprunté un sou à personne. J'avais été prudente avec l'argent toute ma vie. Je me suis dit que ce devait être une erreur système, une confusion avec un nom de famille courant. J'avais 20 ans et j'étais submergé par les cours. Je n'avais pas le temps de courir après la paperasse, alors j'ai laissé tomber. J'ai trouvé un appartement différent, un moins cher. Pas de vérification de crédit requise, et j'ai continué ma vie. C'était ma première erreur. Mais je ne comprendrai cela que des années plus tard. Tous les quelques mois, ma mère appelait. Elle avait toujours le même ton. Un peu blessée, un peu essoufflée, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété devant le miroir de la salle de bain. Céleste, chérie, je ne sais pas ce qu'on a fait de mal. Ton père pleure la nuit. On veut juste retrouver notre famille. À chaque fois, mon estomac se nouait. À chaque fois, une petite voix chuchotait, peut-être que tu es le problème. Peut-être que tu es égoïste. Peut-être que tu devrais rentrer. Je ne suis jamais rentré.
Mais la culpabilité m'a suivi jusqu'à Minneapolis comme une ombre dont je ne pouvais me défaire. J'ai été diplômé de l'Université du Minnesota avec les honneurs, diplôme de finance, 3 offres d'emploi avant la cérémonie. J'ai pris la meilleure, un poste d'analyste junior dans un cabinet de conseil financier de taille moyenne au centre-ville. En 2 ans, j'ai été promu. En 4, j'étais analyste financière senior, rapportant directement à l'associée gérante. Ma patronne, Margaret Thornton, la cinquantaine, pragmatique, le genre de femme qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne en argent et se souvenait de chaque chiffre qu'elle avait vu, m'a fait entrer dans son bureau un matin. « Céleste, tu es l'un des esprits les plus vifs que j'ai embauchés en 15 ans. Continue. » Je l'ai remercié. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fixé mon écran pendant un long moment. À 26 ans, j'avais mon propre appartement. Une voiture fiable, un compte d'épargne qui grandissait. Je construisais quelque chose de réel. Sur le papier, ma vie ressemblait à une histoire à succès. Mais chaque Noël, j'étais assis seul. Je cuisinais quelque chose de petit. Poulet rôti, purée de pommes de terre, un verre de vin. Je regardais la neige tomber sur Minneapolis et je pensais à la maison sur Maple Ridge Drive. Pas exactement avec envie. Plutôt comme un bleu sur lequel on appuie pour voir si ça fait toujours mal. Ça faisait toujours un peu mal. Je ne parlais pas à Monica. Pas une seule fois en toutes ces années. Chaque fois que son nom me traversait l'esprit, je voyais la même image. La fête dans le jardin, 43 personnes, et ma sœur se détournant avec ce rire court et mal à l'aise. Elle ne m'avait pas défendu. Elle avait choisi leur camp. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai construit une vie qui ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi. Et je me disais que c'était assez. Mais il y a une différence entre assez et entier. Je n'apprendrais cette distinction que lorsqu'une cabine téléphonique sonnerait par une nuit d'hiver et déchirerait tout ce que je pensais avoir enterré. C'était un jeudi de février, 10 ans après la fête. J'étais sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, passant en revue un rapport trimestriel. L'appartement était calme. La neige tapotait contre la fenêtre. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Un numéro inconnu, indicatif régional 507. J'ai failli ne pas répondre. Je laissais toujours les numéros inconnus aller sur la messagerie. Mais quelque chose, l'instinct peut-être, ou juste l'heure tardive, m'a fait décrocher. Allô. Une respiration saccadée. Puis une voix brisée et noyée de larmes, tenant à peine le coup. Céleste, c'est Monica. S'il te plaît, ne raccroche pas. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Je n'avais pas entendu la voix de ma sœur depuis une décennie. Mais ce n'était pas la Monica dont je me souvenais. Confiante, soignée, l'enfant prodige en blouse blanche. Cette voix appartenait à quelqu'un qui s'effondrait. « Où es-tu » ai-je demandé. « Gare routière. Rochester. »« Rochester, Minnesota ?» ?»« Oui. »« Pourquoi es-tu à une gare routière à 23 heures ?» Une respiration tremblante. Puis mon téléphone a coupé un instant. Je n'ai pas d'argent pour un hôtel. J'ai trouvé une cabine téléphonique. Je me suis levé, j'ai marché vers la fenêtre. La neige était plus forte maintenant. Pourquoi tu n'es pas chez papa et maman? Un silence assez long pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Puis très doucement. Ils m'ont mise à la porte. Il y a 3 mois. J'ai posé mon ordinateur sur le comptoir. Je me suis appuyé contre le mur de la cuisine. Les mots n'avaient pas de sens. Pas immédiatement. Monica était la favorite. Monica était la banderole sur le mur, le toast au champagne, le futur docteur Simons. Monica était la fille qu'ils avaient choisie. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Je ne peux pas. Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. J'ai juste besoin d'un endroit où aller ce soir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je ne savais pas encore ce qu'elle allait me dire. Je ne savais pas que ces mots suivants allaient me faire m'asseoir sur le sol de ma cuisine. Mais quelque chose dans la façon dont elle a dit « s'il te plaît », comme si c'était le dernier mot qui lui restait, m'a dit que ce n'était pas juste une mauvaise nuit. C'était le début de quelque chose que je ne pourrais jamais défaire. Je lui ai dit de rester où elle était. Elle a parlé pendant que j'enfilais mon manteau.
Pas en phrase complète, par fragments, comme quelqu'un fouillant dans des décombres. Elle avait perdu sa licence médicale il y a 6 mois. Une erreur de prescription, mauvais dosage, mauvais dossier patient. L'hôpital a lancé une enquête interne. Le conseil médical de l'État a ouvert une enquête. En 8 semaines, sa licence a été suspendue. 2 mois après ça, elle a été révoquée. Je travaillais 80 heures par semaine, a-t-elle dit. Sa voix était plate maintenant, vidée. J'étais si fatigué que je ne voyais plus clair. J'ai fait une erreur. J'ai enfilé mes bottes, attrapé mes clés. Tu l'as dit à papa et maman? Ils l'ont découvert avant moi. Quelqu'un de l'église connaissait quelqu'un au conseil de l'hôpital. Papa m'a appelé avant même que la lettre n'arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a ri. Un son court et cassant. Tu sais ce qu'il a dit. Tu sais exactement ce qu'il a dit. Je le savais, mais je voulais l'entendre. Il a dit, tu as humilié cette famille. J'ai verrouillé ma porte d'entrée. Le froid m'a frappé le visage. Et maman? Maman n'a rien dit. Elle est juste restée derrière lui et a pleuré comme elle le fait toujours. Après la révocation de la licence, Monica ne pouvait plus payer son loyer. Elle était retournée vivre dans la maison de Maple Ridge Drive. Temporairement, pensait-elle. Mais 2 semaines plus tard, Gérald lui a dit qu'elle devait partir. Les gens parlent, a-t-il dit. Nous avons dit à l'église que tu voyages à l'étranger. Alors ils l'ont caché. Et quand la cachée est devenue incommode, ils l'ont jetée. Il m'aimait tant que j'étais utile, Céleste. Sa voix s'est brisée à nouveau. La seconde où je ne l'étais plus, je suis devenu toi. Cette phrase a atterri quelque part profondément. Je n'y ai pas répondu. J'ai juste démarré la voiture et je suis sorti de ma place de parking dans la neige. Mais ce n'était pas la pire chose que Monica m'a dite cette nuit-là. Elle m'a parlé du bureau. Quand Gérald lui a ordonné de partir, Monica a emballé ce qu'elle pouvait. Lors de sa dernière nuit dans la maison, elle est entrée dans le bureau de notre père, la seule pièce où nous n'avions jamais le droit d'entrer enfant. Elle cherchait son certificat de naissance. Ce qu'elle a trouvé, c'était un dossier Kraft au fond du tiroir du bas, derrière de vieilles déclarations d'impôts. C'était plein d'emails imprimés, a-t-elle dit. Entre maman et papa, remontant à 12 ans. J'étais sur l'autoroute maintenant. La neige filant à travers mes phares. Les essuie-glaces battant la mesure. Quel genre d'email? À propos de nous, Céleste. À propos de nous garder séparés. Ma prise s'est resserrée sur le volant. Elle m'a lu des fragments de mémoire. Papa à maman. Daté de l'année où je suis parti, si elles se parlent trop, elles vont comparer leurs notes. On ne peut pas laisser ça arriver. Maman à papa. 2 ans plus tard, dit à Monica que Céleste ne voulait pas venir pour Noël. Je dirai à Céleste que Monica est trop occupée. Année après année, fête après fête, anniversaire après anniversaire, 2 mensonges séparés racontés dans 2 directions séparées, conçus pour empêcher 2 sœurs de s'asseoir dans la même pièce assez longtemps pour réaliser la vérité. 12 ans, a chuchoté Monica. 12 ans qu'ils m'ont fait croire que tu ne te souciais pas de moi. Et ils t'ont fait croire que je te méprisais. L'autoroute était vide, juste mes phares dans la neige. Ils nous ont joués comme des pièces d'échecs, Céleste, et nous ne savions même pas que nous étions sur le même plateau. J'ai conduit en silence pendant 1 minute entière. Puis j'ai dit. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce dossier? La voix de Monica a changé. Elle est devenue plus petite. Prudente. Oui. Et ça a à voir avec l'argent. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur ne l'était pas. Ok, je dois faire une pause ici 1 seconde. Si vous étiez à ma place en ce moment, conduisant à travers une tempête de neige à minuit, entendant tout cela de la sœur à qui vous n'avez pas parlé depuis 10 ans, que feriez-vous? Continueriez-vous à écouter, ou raccrocheriez-vous? Mettez un 1 dans les commentaires si vous continueriez à écouter, ou un 2 si vous raccrocheriez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce qui vient ensuite change tout. Monica m'a parlé des autres papiers dans le dossier. Derrière les emails, dans une pochette plastique séparée, il y avait des photocopies de demandes de cartes de crédit. 5 d'entre elles. 3 à mon nom, 2 au sien.
Chacune ouverte quelques mois après nos 18e anniversaires. Chacune signée d'une écriture qui n'était pas la nôtre. Je n'ai jamais ouvert de carte de crédit de ma vie, a dit Monica. Je ne savais même pas que ça existait jusqu'à ce que je les sorte de ce tiroir. Je me suis engagé sur la rampe de sortie vers Rochester. Le panneau de la gare routière brillait en vert au loin. À quoi ont-elles servi? Frais de scolarité, paiement de voiture, la rénovation de la cuisine, ce nouveau toit qu'ils ont mis il y a 2 ans, elle a fait une pause. Et la fête, Céleste. Le traiteur, le champagne, la banderole, tout ça a été payé avec une carte à ton nom. La dette totale sur les 5 comptes, plus de 110 000 €, répartie entre 2 filles qui n'avaient jamais signé un seul formulaire. J'ai pensé à la demande d'appartement. En 2e année, la voix du gestionnaire immobilier au téléphone, votre historique de crédit montre quelques irrégularités. Je m'étais dit que c'était une erreur système. Je m'étais dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. C'est pour ça que mon crédit a été signalé, ai-je dit, pas comme une question. Oui, c'est pour ça que ton crédit a été signalé. Je me suis garé sur le parking de la gare routière de Rochester. À travers les portes vitrées, je pouvais voir une silhouette assise sur une chaise en plastique sous des lumières fluorescentes. Une petite valise à côté d'elle, tête baissée. J'ai éteint le moteur. Les essuie-glaces se sont arrêtés. La neige s'accumulait sur le pare-brise. Monica. Ouais. Tu as toujours ces papiers. J'ai tout photographié, et j'ai apporté les originaux. Je suis resté assise là un moment. Puis j'ai ouvert ma porte et je suis sorti dans le froid. Ils ne m'avaient pas juste ignoré. Ils n'avaient pas juste choisi Monica. Ils avaient utilisé mon nom, mon identité, pour construire une vie à laquelle je n'étais jamais invité. Et ils lui avaient fait la même chose. Elle avait l'air différente. La Monica dont je me souvenais était soignée, posture droite, yeux brillants, le genre de confiance qui remplit une pièce avant même qu'elle ne parle. La femme assise sur cette chaise en plastique avait 7 kilos en moins, les joues creuses, portant un manteau qui était trop fin pour un mois de février au Minnesota. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un nœud qui semblait ne pas avoir été refait depuis des jours. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Nous nous sommes regardés à travers la salle d'attente fluorescente. 10 ans. 10 ans de silence bâti sur des mensonges qu'aucune de nous n'avait choisis. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'étais pas prête pour ça. Mais j'ai tenu la porte ouverte. Monte dans la voiture. Elle a ramassé sa valise. Elle était petite, le genre qu'on fait pour un week-end, pas pour le reste de sa vie. Elle est passée devant moi et j'ai senti une odeur de café rassis et de gaz d'échappement de bus. Nous avons conduit en silence pendant les 5 premières minutes. Je gardais les yeux sur la route. Elle gardait les siens sur la fenêtre. Puis très doucement, elle l'a dit. Je suis désolé pour la fête, Céleste. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots se poser entre nous. L'autoroute bourdonnait sous les pneus. Tu restes chez moi, ai-je dit. Aussi longtemps que tu en as besoin. Elle a hoché la tête. Ses yeux étaient humides, mais elle n'a pas pleuré. Pas encore. Mais demain matin, on appelle un avocat. Un avocat? Ce qu'ils ont fait n'est pas juste mal, Monica. C'est un crime. Et si on veut que ces comptes disparaissent de nos noms, on doit le signaler. Elle a pressé son front contre la vitre. La neige ralentissait. Ce sont nos parents, a-t-elle chuchoté. Je sais. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. Elle comprenait. Le dossier était dans sa valise sur le siège arrière. Ses papiers, ses signatures falsifiées et ses noms volés étaient sur le point de tout changer, et nos parents n'avaient aucune idée qu'ils existaient encore. Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, ordinateur ouvert, Monica sur la chaise à côté de moi. J'ai tiré mon rapport de crédit complet. Les 3 bureaux, Equifax, Experian, TransUnion. Ça a pris 4 minutes à charger, et ces 4 minutes ont été les plus longues de ma vie. 3 comptes que je n'avais jamais ouverts. 3 cartes de crédit, chacune avec une adresse de facturation à Milwaukee. La maison sur Maple Ridge Drive. Ouverte en août, il y a 10 ans. Le même mois où je suis parti pour Minneapolis.
Solde impayé total sous mon nom, 67 000 €. Le numéro de téléphone de contact sur chaque demande était le portable de ma mère. Monica a sorti le sien ensuite. Deux comptes, 48 000 €. Même adresse, même numéro de téléphone, même signature falsifiée. J'ai fixé l'écran. 67 000 €. Un chiffre qui pesait sur mon nom depuis une décennie pendant que je vivais de ramen, que je faisais des doubles services et que je me faisais refuser des appartements auxquels j'aurais dû être éligible. Je dois passer un appel, ai-je dit. Un collègue du cabinet avait mentionné une fois un avocat qui traitait les affaires de fraude. J'ai trouvé sa carte dans le tiroir de mon bureau. James Whitford, avocat à la cour, spécialisé en fraude à la consommation et vol d'identité. J'ai appelé à 9 heures précises. Son assistant m'a passé la communication en moins d'1 minute. J'ai exposé les faits. Les comptes, les signatures falsifiées, la chronologie. J'ai gardé ma voix égale. Je lui ai donné les chiffres. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. 3 secondes de silence. Puis James Whitford a dit très soigneusement. C'est fédéral. C'est un vol d'identité selon la section 128 du Code 18 des États-Unis. Chaque demande falsifiée est un chef d'accusation distinct. J'ai regardé Monica. Elle agrippait sa tasse de café à 2 mains, ses articulations blanches. Les mots suivants de Whitford étaient ceux pour lesquels je n'étais pas prête. Si vous voulez que ces dettes soient retirées de votre crédit, vous devrez déposer un rapport formel, une déclaration de vol d'identité auprès de la FTC, et un rapport de police. Et cela signifie nommer les auteurs, vos parents. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné pendant le déjeuner. Le nom de Monica sur l'écran, ce qui signifiait qu'elle utilisait le téléphone que je lui avais prêté. Elle appelait depuis mon appartement. Sa voix était tendue. Papa vient d'appeler. Il ne sait pas que je suis ici. Il a appelé ton numéro parce que c'est celui auquel j'ai répondu la dernière fois. J'ai posé ma fourchette. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que je rentre à la maison. Il dit que maman est malade. Elle l'est? Elle n'est pas malade, Céleste. Elle a des reflux gastriques. Elle en a depuis 15 ans. J'ai presque souri. Presque. Il a dit autre chose. Quoi? Je l'avais mis sur haut-parleur. Il a dit. Elle a pris une respiration. Il a dit, ne contacte pas Céleste. Cette fille ne fera qu'aggraver les choses. Elle a toujours été jalouse de toi. J'étais assise dans la salle de pause de mon bureau, 2 collègues à la table voisine mangeant des sandwichs, parlant d'une réunion client ou une vie normale à 1 mètre de là. Et j'étais là, écoutant mon père mentir à mon sujet à ma sœur, encore, depuis 300 km de distance. Il y a plus, a dit Monica. Il m'a dit que si je ne reviens pas, il appellera la police et signalera que j'ai volé des objets de la maison quand j'ai déménagé. J'ai serré la mâchoire. Quels objets? Il n'a pas dit, mais on sait toutes les deux de quoi il parle. Le dossier. Les emails. Les demandes de carte de crédit. La preuve. Notre père ne s'inquiétait pas de propriétés volées. Il s'inquiétait de preuves volées. Il ne savait juste pas que Monica me les avait déjà montrées. Il ne savait pas qu'un avocat les avait déjà vus. Et il n'avait aucune idée que les documents qu'il essayait de récupérer étaient les choses mêmes qui pourraient l'envoyer devant un tribunal fédéral. Ne le rappelle pas, ai-je dit. N'entre pas dans son jeu, laisse Whitford s'en occuper. J'ai raccroché et j'ai fixé mon déjeuner. Je n'avais plus faim. Le lendemain, c'était au tour de ma mère. J'étais à mon bureau quand l'appel est arrivé. Un indicatif de Milwaukee. Je savais avant de répondre. Céleste, chérie. Sa voix était fine et tremblante, comme elle le devient toujours quand elle veut quelque chose. Je me suis tellement inquiété pour toi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ta sœur vous vous éloignez de nous. Ton père et moi, nous vous aimons tellement toutes les deux. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé la question. Maman, est-ce que tu as ouvert des comptes de carte de crédit à mon nom? Silence. Pas le genre bref. Le genre qui a du poids. De quoi parles-tu? 3 cartes de crédit, mon nom, ton numéro de téléphone sur les demandes. Ouverte il y a 10 ans. Plus de silence. Puis sa voix est montée, plus aiguë,
blessé. Est-ce que tu m'accuses? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai élevé, Céleste. Je t'ai nourri. Je t'ai conduite à l'école tous les matins, et maintenant tu me traites de voleuse. Je ne t'accuse pas, maman. Je demande, et tu n'as pas dit non. Je pouvais l'entendre respirer vite, superficiellement. Puis les larmes ont commencé. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à croire que ma propre fille me dirait une chose pareille. Ton père avait raison. Tu en as toujours voulu à cette famille. Tu as toujours voulu nous déchirer. Sa voix se brisait aux bons endroits. Elle avait eu des décennies de pratique. Maman, j'ai fini. Céleste. J'ai fini d'essayer. La ligne a coupé. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Je suis resté très immobile un moment. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à rédiger un message pour Whitford. Elle n'avait pas nié. Pas une seule fois. Elle avait pleuré, elle avait dévié, elle avait accusé, elle avait joué la comédie, mais elle n'avait jamais dit non. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. 2 semaines ont passé. Je commençais à penser que le pire était derrière nous. J'avais tort. Mon téléphone a sonné un mardi soir. C'était Madame Callaway. Céleste, je dois te dire quelque chose, et je suis désolé d'être celle qui le fait. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air furieuse. Tes parents ont parlé à la réunion de la communauté de l'église dimanche dernier, environ 30 personnes. Ton père s'est levé pendant le partage libre et a dit au groupe que tu avais, et je cite, manipulé Monica pour qu'elle coupe les ponts avec la famille. Il a dit que tu as toujours été jalouse et que tu utilises sa dépression pour la monter contre eux. J'ai fermé les yeux. Ta mère était assise à côté de lui et a pleuré tout le temps. Elle a dit aux gens qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je pouvais parfaitement imaginer la scène. Gérald se tenant droit, la voix ferme, le patriarche en deuil. Diane à côté de lui avec son mouchoir, les épaules tremblant au bon moment. Les deux jouant le chagrin pour un public de 30 personnes, de la même façon qu'ils avaient joué la famille parfaite pour 43 personnes à cette fête dans le jardin il y a une décennie. Certains membres de l'église m'ont envoyé des messages après, a continué Ruth. Ils voulaient tes coordonnées pour te dire, et je cite, tu devrais avoir honte. 2 SMS sont arrivés pendant que nous étions encore au téléphone. L'un d'une femme dont je me souvenais vaguement de l'école du dimanche de mon enfance, comment oses-tu faire ça à tes parents? Un autre d'un homme que je ne remettais pas, ta mère est une sainte. Tu lui brises le cœur. Monica était assise à l'autre bout de la pièce, lisant par-dessus mon épaule. Aucune de nous ne parlait. La voix de Ruth était stable maintenant. Céleste, je connais tes parents depuis 20 ans. Je te connais aussi. La vérité finit toujours par faire surface. Ne les laisse pas réécrire ton histoire. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé James Whitford. Je suis prête à déposer plainte, ai-je dit. Pour tout. En êtes-vous certaine? Une fois que nous déposons, il y aura une enquête fédérale. Vos parents le sauront. J'en suis certaine. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui a déformé la vérité à votre sujet auprès de gens qui comptaient pour vous? Avez-vous déjà été peint comme le méchant dans votre propre histoire? Tapez oui ou non dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre maintenant, parce que c'est là que les choses commencent à s'effilocher pour mes parents. Et ils ne l'ont jamais vu venir. Le bureau de James Whitford était au 7e étage d'un immeuble en verre au centre-ville de Minneapolis. Lignes épurées, calmes, le genre d'endroit où des choses sérieuses se passent sans que personne n'élève la voix. Monica et moi étions assises en face de lui à une longue table de conférence. Entre nous, 3 rapports de crédit, des photocopies de 5 demandes falsifiées, une pile d'emails imprimés, et une chronologie que j'avais écrite à la main sur un bloc-notes. Whitford a étalé les documents. Il a étudié chacun d'eux, tournant les pages lentement, prenant des notes dans la marge avec un stylo argenté. Il ne se pressait pas. Les demandes de cartes de crédit ont été signées par quelqu'un d'autre que les titulaires du compte, a-t-il dit. Les informations de contact sur chaque formulaire appartiennent à votre mère. L'adresse de facturation est le domicile de vos parents, et les charges correspondent à des paiements de scolarité.
des achats de véhicules et des dépenses de rénovation domiciliaire dont vos parents ont directement bénéficié. Il a levé les yeux. C'est un vol d'identité selon la section 128 du Code 18 des États-Unis. Chaque demande frauduleuse est une infraction fédérale distincte. Combinée avec les signatures falsifiées, nous regardons aussi la fraude et potentiellement la fraude électronique selon la façon dont les demandes ont été soumises. Monica a bougé sur sa chaise. Je pouvais sentir son hésitation. Je la comprenais. Ce n'étaient pas des étrangers dont nous parlions. C'étaient les gens qui nous conduisaient à l'école, qui s'asseyaient en bout de table à Thanksgiving, qui nous disaient qu'ils nous aimaient même quand ils ne le pensaient pas. Mais si nous voulons que les dettes soient retirées, ai-je dit, c'est la seule voie. Correct. Les bureaux de crédit exigent soit un rapport de police, soit une déclaration de vol d'identité de la FTC pour initier une contestation de cette nature. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Whitford a glissé 2 formulaires de déclaration à travers la table. Un pour moi, un pour Monica. Je n'ai pas signé ce papier par vengeance. Je l'ai signé parce que mon nom avait été utilisé sans mon consentement, et j'avais tous les droits légaux de le reprendre. Monica a pris le stylo. Sa main a plané au-dessus de la ligne de signature. Puis elle a signé. 2 semaines après notre dépôt, les ondes de choc ont commencé. Je ne les ai pas planifiées. Je n'ai rien orchestré. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je cuisinais le dîner pour Monica et moi. Je suivais les instructions de Whitford, ne contactez pas vos parents. Ne discutez pas de l'affaire publiquement. Laissez le processus fonctionner. Mais dans une communauté aussi petite que celle où mes parents avaient bâti leur réputation, la vérité n'a pas besoin de porte-parole. Elle a juste besoin d'une fissure dans le mur. Ruth Callaway était cette fissure. Elle ne répandait pas de rumeurs. Elle ne postait rien en ligne. Mais quand les gens lui demandaient et il le faisait, parce que le discours de Gérald à la réunion de la communauté avait fait jaser, elle répondait honnêtement. Je connais Céleste depuis qu'elle a 14 ans, a-t-elle dit à Martha Greer, la trésorière de l'église, autour d'un café. Cette fille n'a jamais été jalouse de personne. Si Gérald et Diane veulent parler de leur fille devant toute la congrégation, peut-être qu'ils devraient raconter toute l'histoire. Martha l'a dit à son mari. Son mari l'a mentionné au diacre. Le diacre l'a mentionné à quelqu'un d'autre. Puis tante Patricia m'a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis la fête. 10 ans. Elle avait été celle qui regardait ses chaussures quand mon père m'avait dit d'arrêter de mendier de l'attention. Elle avait été silencieuse alors. Elle n'était pas silencieuse maintenant. Céleste, j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire, tante Patricia? Elle est restée silencieuse un moment. Puis, j'ai entendu ton père une fois, il y a des années. Il était dans la cuisine avec ta mère et il a dit. Elle s'est raclée la gorge. Ouvrant une autre. Céleste ne vérifie jamais. J'ai fermé les yeux. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'époque, a-t-elle dit. Mais je pense que je comprends maintenant. Et si tu as besoin de quelqu'un pour confirmer quel genre de personnes ils sont derrière des portes closes, je suis là. Le mur se fissurait, et mes parents ne l'avaient pas encore remarqué. Le dernier dimanche de ce mois, Gérald et Diane sont entrés à l'église comme ils le faisaient toujours, côte à côte, menton levé, la main de Gérald dans le bas du dos de Diane. Ils ont pris leurs sièges habituels au premier rang. Mais cette fois, les sièges autour d'eux sont restés vides. Les gens entraient, hochaient la tête poliment, s'asseyaient 2 rangs derrière, 3 rangs derrière. Personne n'a choisi la place à côté de Gérald. Personne ne s'est penché pour demander à Diane comment elle allait. La communauté qui tournait autrefois autour d'eux s'est doucement réorganisée, pas avec hostilité, mais avec distance. Le pasteur, le révérend Alan Marsh, n'a nommé personne. Il ne le faisait jamais. Mais son sermon ce matin-là portait sur la vérité, la responsabilité, et la confiance sacrée entre parents et enfants. Il a cité les proverbes. Il a parlé du poids de la tromperie portée au sein d'un foyer. Il a regardé la congrégation et a dit. Une famille bâtie sur le secret finira par être défaite par les secrets même qu'elle garde. Gérald fixait droit devant lui. Sa mâchoire était serrée. Diane pressait un mouchoir sur son visage. Après le service, 3 couples, des amis de longue date,
des gens qui avaient été à la fête dans le jardin il y a 10 ans, ont approché Gérald près du parking. Howard et Jean Dempsey, Frank et Louise Cole, les meilleurs. Howard a parlé en premier. Sa voix était basse mais directe. Gérald, nous devons te demander quelque chose. Est-il vrai que tu as ouvert des cartes de crédit au nom de tes filles? Le visage de Gérald ne s'est pas effondré. Il s'est durci. Les affaires de ma famille sont les affaires de ma famille. Ce n'est pas un démenti, Gérald, a dit Howard. Diane a attrapé le bras de Gérald et l'a tiré vers la voiture. Elle pleurait. De vraies larmes cette fois. Ou peut-être les mêmes larmes répétées. Il devenait difficile de faire la différence. Je n'étais pas là. Je n'en avais pas besoin. La vérité n'a pas besoin de micro. Elle a juste besoin d'une voix honnête, puis d'une autre, et puis d'une autre, jusqu'à ce que le silence devienne impossible à maintenir. Gérald m'a appelé ce soir-là. Je faisais la vaisselle. Le téléphone a vibré sur le comptoir et son nom a illuminé l'écran. Je ne l'avais pas vu là depuis 10 ans. J'ai séché mes mains, je l'ai pris, et j'ai répondu. Céleste. Sa voix était différente. Plus petite. Les arêtes vives avaient disparu. Ce qui restait ressemblait à un homme debout dans une pièce qui devenait plus petite à chaque minute. Tu détruis cette famille. Tu dois retirer la plainte. J'ai fermé le robinet. J'ai ouvert des comptes à ton nom parce que je n'avais pas le choix, a-t-il dit. Tout cet argent est allé aux frais de scolarité de Monica, à cette famille. Je l'ai fait pour nous. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu l'as fait pour l'image de nous. Je rembourserai chaque centime. Retire juste le rapport. Tu as ouvert 3 cartes de crédit à mon nom quand j'avais 18 ans. Tu as falsifié ma signature. Tu as utilisé mon numéro de sécurité sociale. Ce n'est pas une dette, papa. C'est un crime fédéral. Sa respiration est devenue plus lourde. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas. Tu veux voir ton père aller en prison. C'est ça que tu veux. Je ne veux rien de toi. Je veux récupérer mon nom. Céleste, tu m'as dit d'arrêter de mendier de l'attention. Tu te souviens, à la fête devant 43 personnes? Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de te demander quoi que ce soit, et maintenant je ne demande pas. Je dépose plainte. Silence. Puis très doucement. Et c'est la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, Céleste. Je suis désolé. Je sais que j'avais tort, mais ne m'envoie pas en prison. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone à l'oreille, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de la satisfaction, pas du triomphe, quelque chose de plus proche du chagrin. Papa, je ne t'envoie pas en prison. Tu t'y es conduit toi-même il y a 10 ans. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables, mais quelque chose dans ma poitrine ne l'était pas. Les semaines qui ont suivi ont été calmes de la façon dont les conséquences sont calmes. Pas paisibles, mais immobiles. Whitford envoyait des mises à jour par email. La FTC avait traité notre déclaration. La police de Milwaukee avait ouvert un dossier d'enquête. Les bureaux de crédit avaient signalé les 5 comptes frauduleux et initié des contestations formelles. La machine de la justice tournait, lentement et sans drame, comme elle est censée le faire. J'allais travailler tous les matins. J'analysais des chiffres. Je siégeais en réunion. Je buvais du café à mon bureau et je regardais la neige fondre devant ma fenêtre. Aucun de mes collègues ne savait ce qui se passait dans ma vie personnelle. Je n'avais pas besoin qu'ils le sachent. Puis un mercredi après-midi, Margaret Thornton m'a appelé dans son bureau. Elle se tenait derrière son bureau, les bras croisés, une expression sur le visage que je ne pouvais pas lire. « Assieds-toi, Céleste. » Je me suis assise. Je te nominais pour le prix régional des analystes financiers du Midwest. Il est remis à un seul analyste par an dans la région des 3 États. Le comité de sélection examine le mois prochain. J'ai cligné des yeux. Merci, Margaret. Ne me remercie pas. Tu l'as mérité. Ton travail sur le compte Pendleton seul aurait suffi, mais ta constance sur 4 ans, c'est ce qui a scellé l'affaire. Elle m'a serré la main, ferme, bref. Puis elle est retournée à sa lecture.
Je suis sorti de son bureau et j'ai descendu le couloir. À mi-chemin de mon bureau, je me suis arrêté. Je me suis appuyé contre le mur, j'y ai pressé mon dos, et j'ai pris une longue et lente respiration. Il y a 10 ans, je me tenais sur un parking et je pleurais parce que mon père m'avait dit que je mendiais de l'attention. Maintenant, je me tenais dans un couloir en m'entendant dire que j'étais la meilleure dans ce que je faisais. Pas parce que j'avais mendié, pas parce que j'avais joué la comédie, mais parce que je m'étais présenté chaque jour et que j'avais fait le travail. Je n'avais plus besoin de l'approbation de mon père. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la mienne. Elle est arrivée un samedi matin. Pas d'avertissement, pas d'appel. J'ai ouvert ma porte d'entrée pour prendre le journal et Diane Simons était là dans le couloir, les yeux gonflés, le manteau froissé, ayant l'air d'avoir conduit toute la nuit. « Céleste, s'il te plaît, on doit parler. » J'ai tenu la porte ouverte mais je ne me suis pas écarté. Elle se tenait sur le seuil, à moitié dedans et à moitié dehors. « Ton père pourrait aller en prison, » a-t-elle dit. « Tu comprends ce que ça veut dire? On pourrait tout perdre. Tu as ouvert des comptes à mon nom, maman. Tu as signé les demandes. Je n'avais pas le choix. Ton père m'a obligé. Maman. » La voix de Monica venait de derrière moi. Elle est entrée dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Le visage de Diane a changé. Elle ne savait pas que Monica était là. Elle a regardé entre nous, ces deux filles se tenant ensemble pour la première fois depuis plus d'une décennie, et quelque chose derrière ses yeux a vacillé. Pas de la culpabilité. De la peur. Monica, ma chérie, ne. La voix de Monica était stable, plus calme que je ne l'avais jamais entendue. J'ai lu les emails, maman. Tous. Y compris celui où tu as écrit à papa, ouvre en une autre. Céleste ne vérifie jamais. La bouche de Diane s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Aucun son n'est sorti. Tu n'as pas été forcé, a continué Monica. Tu as participé à chaque fois. Les yeux de Diane se sont remplis. Elle m'a regardé, puis Monica, puis moi à nouveau. Maman, ai-je dit, je ne veux pas que tu ailles en prison, mais je ne vais pas non plus porter 67 000 € de dette que je n'ai pas créée. Tu as le choix. Coopère avec l'avocat, reconnais ce que tu as fait, négocie une résolution, ou attends que les enquêteurs fédéraux viennent à toi. Elle m'a fixé. Sa lèvre tremblait. Puis elle s'est retournée, a marché le long du couloir, et a disparu dans les escaliers sans un autre mot. Monica a fermé la porte. Nous nous sommes regardés. Elle va le dire à papa, a dit Monica. Je sais. Et ensuite? Ensuite ils décident. C'est leur choix maintenant, pas le nôtre. Ça a pris 3 semaines. Whitford a appelé un vendredi après-midi. J'étais à mon bureau au milieu d'un rapport quand son nom a clignoté sur mon écran. Ils ont retenu un avocat, a-t-il dit. Leur avocat a pris contact ce matin. Ils veulent négocier. Je me suis adossé à ma chaise. À travers la fenêtre, le premier verre du printemps commençait à percer à travers l'horizon de Minneapolis. Qu'est-ce qu'ils offrent? Reconnaissance complète des comptes frauduleux, restitution de tous les soldes impayés de 115 000 €, incluant les intérêts accumulés et payés via un plan de remboursement structuré. En échange, ils demandent que vous et Monica souteniez un accord de plaidoyer plutôt que de pousser pour une poursuite fédérale complète. À quoi ressemble le plaidoyer? Plaidoyer de culpabilité pour vol d'identité. 3 ans de probation supervisée, une ordonnance restrictive financière leur interdisant d'accéder aux informations personnelles, au crédit ou au compte financier de l'une ou l'autre fille. Pas de peine de prison. J'y ai réfléchi. Pas longtemps. Monica et moi n'avions pas déposé ça pour les mettre en prison. Nous l'avions déposé pour récupérer nos noms. Alors ça accomplit cela. Acceptez-le. La paperasse a pris un autre mois. Gérald et Diane Simons sont plaidés coupables dans un tribunal fédéral de Milwaukee. Pas de caméra, pas de spectateurs, juste 2 avocats, un juge, et 2 parents qui avaient passé 20 ans à construire une image parfaite, signant des papiers qui admettaient que c'était un mensonge. Les bureaux de crédit ont retiré les 5 comptes frauduleux dans les 60 jours. Mon score de crédit a grimpé de 190 points en 6 mois. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon identité financière était réellement la mienne. J'ai appelé la société de gestion immobilière à Uptown,
celle qui m'avait refusé 7 ans plus tôt. Je ne cherchais pas d'appartement. Je voulais juste dire une chose. La raison pour laquelle j'ai été refusé lors de ma demande il y a des années était un vol d'identité. Mon dossier a été corrigé. La femme au téléphone a fait une pause. Je suis désolé que cela vous soit arrivé, madame. Je n'ai pas demandé à récupérer mon nom par vengeance. J'ai demandé parce que c'était le mien. C'était toujours assez. Les nouvelles ne voyagent pas vite dans une communauté comme celle autour de laquelle mes parents ont construit leur vie. Elles voyagent lentement à travers des regards, à travers des silences, à travers les choses que les gens arrêtent de dire. Personne dans la congrégation de l'église n'a tenu de réunion. Personne n'a fait d'annonce. Mais quelques semaines après le plaidoyer, le réarrangement silencieux qui avait commencé ce dimanche matin est devenu permanent. Gérald et Diane ont arrêté d'assister au service, pas parce qu'on leur a demandé de partir, le révérend Marsh ne ferait jamais ça, mais parce que l'espace qu'ils avaient occupé pendant 25 ans ne semblait plus être le leur. Les sièges du premier rang sont restés vides pendant 3 semaines avant que quelqu'un d'autre ne les remplisse. Leurs amis, les Dempsey, les Cole, les Meyer, ont arrêté d'appeler, pas par cruauté, mais par embarras. Nous les avons crus, a dit Jean Dempsey à tante Patricia. Pendant 10 ans, nous avons cru chaque mot. Patricia me tenait informé. De courts appels téléphoniques une fois par semaine. Elle ne commentait pas. Elle me disait juste ce qu'elle voyait. Ton père a mis la maison en vente, a-t-elle dit un soir à la fin du printemps. Ils utilisent la valeur nette pour les paiements de restitution. Ils déménagent dans une location de 2 chambres côté sud. Je suis resté avec ça un moment. La maison sur Maple Ridge Drive, la pelouse soignée, le réfrigérateur avec les photos de Monica, et mon certificat du tableau d'honneur disparu. Comment va-t-il, ai-je demandé. Je ne savais pas pourquoi je demandais. Il est plus calme, a dit Patricia. Ta mère aussi. Ils ne sortent pas beaucoup. Merci de me l'avoir dit, tante Patricia. Bien sûr, ma chérie. J'ai raccroché et je me suis tenu à la fenêtre de ma cuisine. Les arbres le long de ma rue commençaient à fleurir. Il avait passé toute sa vie à construire une image, et à la fin, la vérité ne l'a pas démoli. Elle a juste allumé les lumières, et les gens autour de lui ont enfin vu ce qui avait toujours été là et ont détourné le regard. Monica a vécu avec moi pendant 3 mois. Je ne prétendrai pas que ces mois ont été faciles. Nous étions 2 femmes approchant la trentaine, partageant un 2 pièces, portant 2 décennies de dommages que nous commencions seulement à comprendre. Il y avait de bonnes soirées, à cuisiner ensemble, regarder de vieux films, rire de choses qui n'étaient probablement pas si drôles. Et il y avait de mauvaises soirées. Un soir de mars, je l'ai dit. La chose que je retenais depuis la fête. Pourquoi tu n'as rien dit ce soir-là quand papa m'a dit d'arrêter de mendier? Tu as juste ri. Monica a posé sa fourchette. Elle a regardé la table pendant un long moment. Parce que je le croyais, a-t-elle dit. Je pensais que tu étais dramatique. Ils avaient passé des années à me dire que tu m'en voulais, que tu étais jalouse, que tu voulais gâcher chaque bonne chose qui m'arrivait. Et j'ai marché. Complètement. Pendant 10 ans. Nous sommes restés assis en silence. Le chauffage cliquetait. Je suis désolé, Céleste. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu n'as pas à réparer ça. Tu as juste à être honnête. Nous avons commencé une thérapie séparément. Bureau différent, thérapeute différent. Monica a travaillé sur la pression d'être l'enfant doré, le poids impossible d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. J'ai travaillé sur l'invisibilité, la culpabilité, les années à me demander si j'étais le problème. Monica a trouvé un travail en avril, coordinatrice de proximité en santé communautaire dans une clinique à but non lucratif. Elle utilisait ses connaissances médicales sans avoir besoin de licence. Le salaire était modeste. Elle s'en fichait. C'est la première fois de ma vie que je travaille parce que je le veux, m'a-t-elle dit un soir, lassant ses baskets pour une marche nocturne. Pas parce que papa a besoin d'un médecin dans le portrait de famille. En mai, elle avait emménagé dans son propre appartement, à 15 minutes du mien. La guérison n'est pas une ligne droite. Certains soirs nous nous disputions, certains soirs nous restions juste assis ensemble en silence. Les 2 étaient nécessaires. La cérémonie de remise des prix s'est tenue à l'hôtel Grand Market au centre-ville de Minneapolis.
Une salle de bal avec de hautes fenêtres, des nappes blanches, et 200 personnes de firmes financières de tout le Midwest. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée pour l'occasion. Simple, professionnelle. Je suis arrivé seul, je me suis enregistré à la table d'accueil, et j'ai pris mon siège près de l'avant. Quand j'ai regardé la rangée 3, juste à côté de l'allée centrale, j'ai vu deux visages auxquels je ne m'attendais pas. Monica, et à côté d'elle, Ruth Callaway. Ruth avait pris l'avion depuis Milwaukee ce matin-là. 80 € pour un vol aller-retour économique. Elle portait un blazer gris et ses lunettes de lecture sur leur chaîne, et elle était assise au 3e rang avec ses mains jointes sur ses genoux, exactement comme elle s'était assise à ma remise de diplôme il y a 10 ans. Mon nom a été appelé à 20h15. J'ai marché vers le podium. Le micro bourdonnait. Les lumières étaient chaudes. 200 personnes levaient les yeux vers moi. J'ai gardé mon discours court. Il y a 10 ans, quelqu'un m'a dit que je mendiais de l'attention. J'ai porté cette phrase avec moi pendant longtemps. Ce soir, je ne m'en dis rien. Je me tiens ici parce que j'ai mérité ceci. Et je veux remercier les gens dans cette salle et quelques-uns qui n'y sont pas, qui ont vu ça avant que je ne le puisse. La salle a applaudi. J'ai regardé la rangée 3. Monica pleurait. Pas les larmes brisées et déchiquetées de la gare routière. Des larmes propres, silencieuses, le genre qui vient quand quelque chose de perdu est enfin rendu. Et Ruth Callaway s'est levée, les deux mains en l'air, applaudissant fort, de la même façon qu'elle s'était levée dans cet auditorium une décennie plus tôt quand 700 personnes applaudissaient et que 4 chaises restaient vides. Après la cérémonie, elle m'a trouvé près du vestiaire. Elle m'a serré dans ses bras, bref, ferme. Tu vois, a-t-elle dit. Je te l'avais dit, souviens-toi de ce sentiment. La même femme qui s'était levée pour moi à 18 ans s'est levée pour moi à 28 ans. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 6 mois après la cérémonie, une lettre est arrivée. Pas un email, pas un coup de fil. Une lettre manuscrite dans une enveloppe blanche ordinaire, cachée de la poste de Milwaukee. L'écriture de mon père, serrée, penchée, la même calligraphie qu'il utilisait sur les formulaires d'assurance toute mon enfance. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai ouverte. 2 pages, encre bleue. Il n'a pas commencé par des excuses. Il a commencé par une explication ou quelque chose s'en approchant. Il a écrit sur le fait de grandir pauvre dans une ville où personne n'avait rien. Sur l'abandon de sa première année d'université parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Sur le dépôt de bilan à 30 ans et la honte qu'il avait suivie comme une seconde ombre. Je pensais que si cette famille avait l'air parfaite, alors peut-être que nous le serions. Je pensais que si les gens voyaient Monica en blouse blanche, ils me verraient comme quelque chose de plus qu'un homme qui a fait faillite à 30 ans. J'avais tort. J'ai construit une maison sur des mensonges et je me suis dit que c'était de l'amour. Puis il a écrit ceci. Je sais que j'avais tort à ton sujet, Céleste. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne demande pas ça. Je veux juste que tu saches que je te vois. J'aurais dû te voir il y a longtemps. Je te vois maintenant. C'est tard, mais je te vois. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée, remise dans l'enveloppe, et placée dans le tiroir supérieur de ma table de nuit. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assise près de la fenêtre un moment. Le soleil se couchait sur Minneapolis, peignant le ciel de nuances de cuivre et de gris. J'ai pensé au réfrigérateur sur Maple Ridge Drive, au certificat disparu, au seau doré taché sous une pile d'assiettes en carton. Il me voyait enfin, mais je n'avais plus besoin d'être vu par lui. C'est la différence que font 10 ans. Je n'ai pas fermé la porte à mon père ce soir-là, mais je ne l'ai pas ouverte non plus. J'ai juste laissé les choses être. Ni verrouillées, ni grandes ouvertes. Une limite, pas un mur. La distinction compte. Alors, voilà où j'en suis maintenant. J'ai 28 ans. Je vis dans un 2 pièces à Minneapolis avec un petit balcon qui donne sur une rangée d'ormes. En automne, ils deviennent dorés. Au printemps, ils remplissent la rue de cette lumière verte douce qui rend tout possible. Mon score de crédit est le plus élevé qu'il ait jamais été. J'économise pour un apport sur une maison, une vraie, avec mon nom sur l'acte et personne d'autre. Je vais travailler tous les matins à un emploi que j'aime. Pour une patronne qui me dit que je suis vive au lieu de me dire que je suis trop. Monica vit à 15 minutes.
Nous dînons ensemble tous les jeudis, pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que nous le voulons. Parfois nous cuisinons. Parfois nous commandons thaï et nous mangeons sur notre canapé avec un film en fond sonore. Nous ne parlons pas de nos parents à chaque fois, mais quand nous le faisons, nous parlons honnêtement. C'est nouveau pour nous. C'est encore difficile. Ça devient plus facile. Monica appelle notre père une fois par mois. Court, poli, prudent. Elle met un minuteur sur son téléphone. 15 minutes, pas plus. Elle dit que c'est assez pour elle. Je respecte ça. Je ne juge pas. Chacun trace la ligne où il en a besoin. Je ne l'appelle pas. Je n'appelle pas ma mère. La lettre reste dans le tiroir de ma table de nuit, toujours sans réponse. Chaque Noël, Ruth Callaway m'envoie une carte. L'année dernière, elle a écrit « Toujours fière ». Toujours fière. Je l'ai collée sur mon réfrigérateur avec un aimant. Et cette fois, personne ne l'a enlevée. Ma famille ne ressemble pas à celle dans laquelle j'ai grandi. Elle est plus petite. Elle est plus calme. Et elle est entièrement à moi. Il y a une liberté là-dedans. Une liberté étrange, durement gagnée, imparfaite. Le genre qu'on ne trouve qu'après avoir arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre vous la donne. Si vous me demandez ce que j'ai appris et je sais que ça ressemble à la partie de l'histoire où quelqu'un devient moralisateur, alors je vais essayer de ne pas l'être. Je dirai ceci en premier. Si votre famille ne vous aime que lorsque vous leur êtes utile, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction, et vous avez le droit de vous éloigner d'un marché que vous n'avez jamais accepté. Deuxièmement, poser une limite n'est pas une trahison. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est l'acte de respect de soi le plus basique qu'une personne puisse accomplir. Dire c'est ici que je finis et ici que tu commences. J'ai passé 18 ans sans limite et 10 ans de plus à apprendre comment les construire. J'aimerais que quelqu'un m'ait dit plus tôt, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous protéger. Troisièmement, si vous êtes major de votre promotion et que personne ne vous organise de fête, organisez la vôtre. Achetez-vous un gâteau, allumez une bougie, asseyez-vous avec. Vous avez mérité ce moment, et le silence de personne d'autre ne peut vous le prendre. Et quatrièmement, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à comprendre, si quelqu'un vous dit arrête de mendier de l'attention quand vous partagez quelque chose dont vous êtes fier, le problème n'est pas que vous êtes trop. Le problème est qu'ils offrent trop peu. Et ce fossé n'est pas à vous de le combler. Je ne vous dis pas quoi faire avec votre famille. Je ne connais pas votre histoire. Je ne connais pas vos parents, vos frères et sœurs, votre passé, mais je sais ceci, les gens qui sont censés vous aimer ne devraient pas être ceux qui vous font vous sentir invisible. Et s'ils le font, vous n'êtes pas obligé de rester dans la pièce. Poser une limite n'est pas abandonner votre famille. C'est refuser de vous abandonner vous-même. C'est ce que j'ai appris à la dure sur 10 ans. Et je referai tout. J'ai commencé cette histoire avec une fille, 18 ans, assise dans une voiture garée dans l'allée de ses parents, tenant une lettre tachée, pleurant dans le noir, tandis que 43 personnes riaient et trinquaient dans le jardin derrière elle. J'ai 28 ans maintenant. Je ne pleure plus pour eux. Pas parce que je ne ressens rien. Je ressens tout. Je ressens le poids de ce qui a été perdu et le soulagement de ce qui a été trouvé. Mais j'ai appris la différence entre les larmes qui vous guérissent et les larmes qui vous gardent petit. Je ne gaspille pas les miennes pour des gens qui ne les ont jamais méritées. Mon père m'a dit que je mendiais de l'attention. Il avait tort. Je ne mendiais pas de l'attention. Je demandais à être vu par les gens qui étaient censés me voir en premier. Et quand ils ont refusé, j'ai appris à me voir moi-même. Ce n'est pas une fin hollywoodienne. Il n'y a pas de scène dramatique au tribunal, pas de réunion de famille larmoyante sur un porche quelque part. Certaines histoires ne finissent pas par un câlin. Certaines histoires finissent par une femme debout dans son propre appartement, accrochant une carte sur son propre réfrigérateur, et sachant pour la première fois qu'elle suffit. Si vous êtes là-bas en ce moment et que vous êtes celui que votre famille a oublié, le calme, le bon, celui qui a tout fait correctement et a quand même été négligé, je vous vois. Votre histoire compte. Ne laissez personne vous dire le contraire. Papa a dit que je mendiais de l'attention. Il avait tort. Je demandais à être vu, et maintenant je me vois moi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous,
laissez un commentaire et dites-moi quelle limite vous avez posée qui a changé votre vie. Je lis chacun d'entre eux. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, appuyez sur ce bouton d'abonnement et vérifiez la description pour notre dernière vidéo. Et souvenez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour être fier de qui vous êtes. Je vous verrai dans la prochaine.